Ensemble aujourd'hui l'insuffisance surrénalienne aiguë. Alors, l'insuffisance surrénalienne aiguë est une entité à ne pas manquer. C'est une maladie qui est très grave, mais malheureusement très peu diagnostiquée. Alors, qu'est-ce que l'insuffisance surrénalienne aiguë? C'est une pathologie qui est rare. Elle est liée à une carence en glucocorticoïdes, plus ou moins en minéralocorticoïdes. Elle est scindée en deux parties. On a deux grandes entités. L'insuffisance surrénalienne primaire, celle qui est beaucoup plus fréquente en pédiatrie, fort heureusement, qui est une atteinte primitive de la glande surrénale. Beaucoup plus rarement, nous avons les insuffisances corticotropes. C'est un déficit hypothalamique ou hypophysaire en ACTH. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une urgence thérapeutique. Maintenant, on l'a dit, elle est grave, elle peut être primitive ou secondaire. C'est quoi? Elle est due à quoi? Elle est due à un manque de stéroïdes surrénaliens qui est insuffisant pour couvrir les besoins de l'organisme. Quelles sont les problématiques en urgence? Pourquoi je ne peux pas diagnostiquer aussi facilement une insuffisance surrénalienne? En fait, parce que c'est un état, elle n'est pas définie par une cortisolémie, mais comme une aggravation d'un état clinique, d'une insuffisance surrénalienne chronique. Elle est réversible après l'administration parentérale d'un glucocorticoïde et le tableau clinique, il mime une infection virale banale, à savoir une gastroentérite, un syndrome grippal, les premières heures. Puis, il y a aggravation rapide pour avoir une apparition d'un sepsis et un collapsus ultérieurement si le malade n'est pas traité. Bon, je suis revenue. Pour bien comprendre, on a dit qu'il y avait deux grandes entités, la primaire et la secondaire. La primaire, on a un déficit en cortisol et en aldostérone. Ce déficit va entraîner une élévation de l'ACTH pour compenser ce manque. Pour la corticotrope, on a toujours une ACTH qui est normale ou basse. Diagnostic maintenant, je reçois un bébé, un enfant ou un nourrisson qui est suspect. Comment je peux suspecter une insuffisance surrénalienne? Qu'est-ce qui peut m'aider? En période néonatale et chez le nourrisson, on a des signes dus à un déficit en glucocorticoïdes et des signes dus à un déficit en minéralocorticoïdes. Pour les glucocorticoïdes, c'est essentiellement l'hypoglycémie, les convulsions, l'hypotonie, l'ictère. Il faut penser devant un enfant qui présente un bébé, un nouveau-né qui présente un ictère cholestatique, je n'ai pas d'étiologie, il faut toujours penser au dosage hormonal. Pour les signes du déficit minéralocorticoïde, c'est des bébés qui ne prennent pas de poids, qui vomissent tout le temps, qui sont déshydratés, et si je ne traite pas rapidement, ça évolue vers le collapsus et le décès. Chez le grand, c'est essentiellement une asthénie, des hypoglycémies, des vomissements avec douleur abdominale. Pareil, si je ne traite pas, c'est déshydratation et collapsus. Ce qu'il faut retenir, c'est que la clinique est très bruyante. Elle n'est pas spécifique, donc il faut toujours y penser. Il faut toujours traiter, même abusivement, une insuffisance surrénalienne. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reçois ce petit, je le suspecte, c'est probablement une insuffisance surrénalienne, je fais quoi? Je dois m'orienter. Donc, en urgence, je fais un bilan. Le bilan standard que je fais, une glycémie veineuse, glycémie capillaire et un ionogramme. Je vais tomber sur quoi? C'est la triade, hypoglycémie, hyponatrémie, hyperkaliémie. Si je suis déjà dans ce contexte, ça m'oriente beaucoup. Néanmoins, le CG est indispensable si je tombe sur l'hyperkaliémie. Après, qu'est-ce que je peux faire? Pour m'orienter, je fais un dosage hormonal, une cortisolémie et un ACTH. Ainsi, chez l'enfant, toujours en dose arénine aussi. Il sera réalisé avant d'initier le traitement, mais il ne doit jamais retarder la prise en charge. Ça veut dire que je ne dois pas attendre les résultats de cette biologie, de ces explorations. Je retiens l'insuffisance surrénalienne, je confirme le diagnostic d'insuffisance surrénalienne aiguë quand j'ai un taux de cortisol qui est bas, qui est inférieur à 5 microgrammes par décilitre. Pour les étiologies, j'ai envie de m'attarder un petit peu sur l'hyperplasie congénitale des surrénales. C'est très important. Alors, c'est la plus fréquente, fort heureusement, en pédiatrie. Il y a un déficit en enzyme de la stéroïdogénèse. C'est une maladie à transmission récessive. Le déficit le plus fréquent, c'est le 21-hydroxylase. Il représente 95% des cas. Donc, on a un nouveau-né sur 15 000 naissances. Le dépistage se fait ailleurs, systématiquement par le test de Guthrie. On dépiste, on diagnostique par la 17-hydroxyprogestérone.
Maintenant, on a un déficit en cortisol, on l'a dit, en aldostérone, on a un excès de production en androgène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez la petite fille, j'aurai une anomalie des organes génitaux, uniquement chez la fille. L'insuffisance surrénalienne apparaît très tôt, à la période néonatale, et la 17-hydroxyprogestérone moriante, je vais la trouver très élevée. Pour les autres causes, je peux avoir une hypoplasie congénitale des surrénales, je peux avoir très rarement, c'est de l'ordre de moins de 1%, un déficit corticotrope, mais ça existe. Moi-même, j'ai un patient, une fillette de 18 mois qui a un déficit corticotrope. Chez le grand enfant, donc, on a des insuffisances corticotropes qui sont secondaires à un sévrage brutal en corticoïdes, qu'il soit péros ou inhalé. J'insiste sur ça parce qu'on dit toujours que la forme inhalée n'a pas d'effet secondaire. Or que non, si elle est donnée à de très fortes doses ou bien dans de très longue durée, on peut induire une insuffisance corticotrope si l'arrêt est brutal. L'atteinte auto-immune isolée ou associée à d'autres maladies aussi. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai confirmé, je dois prendre en charge mon malade. Je le prends en charge très rapidement parce que c'est une maladie qui est très grave, on l'a dit. Donc, je fais d'abord un traitement symptomatique. Je dois d'abord corriger l'hémodynamique et le collapsus. Je remplis le bébé ou l'enfant à raison de 10 à 20 ml kilo en 20 minutes si besoin. Je répète, je mets toujours une drogue vasopressive si je suis devant une hypotension parce qu'il y a un risque de décès. Je corrige l'hypoglycémie toujours par du G10 à raison de 2 à 3 ml kilo IV. Je dois renouveler si besoin. Et puis, je passe toujours à un relais par une perfusion à raison avec un débit de 2 à 3 ml kilo heure. Je corrige les troubles hydroélectrolytiques, c'est-à-dire que je réhydrate mon enfant, je mets du G5. Chez le nouveau-né, je mets à 150-180 ml kg jour et chez l'enfant, je vais encore plus au-delà, je mets à 2,5 ou bien 3 litres mètre carré par jour. Je n'oublie pas l'apport sodé qui est très important, à raison de 10 à 15 mètres par kilo par jour. Le traitement spécifique, c'est un traitement substitutif hormonal. Quand c'est une insuffisance aiguë, le traitement se fait par voie parentérale, systématiquement, à raison de 2 mg kg toutes les 6 heures. Pour conclure, il faut savoir que c'est une pathologie qui est très rare, heureusement, mais qui est très grave. Il faut savoir y penser et on doit y penser devant des états de choc qui sont résistants au remplissage et aux catécholamines. La thérapeutique, elle est accessible, elle n'est pas coûteuse. L'intérêt de l'éducation thérapeutique et du dépistage. Et je vous remercie.